Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du CRIP organisé en partenariat avec Lucernis au sujet de l'accélération de votre migration vers le cloud. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Charles Collier, directeur conseil cloud chez Lucernis, de Stéphane Woffel, directeur associé, et de Geoffroy Morgan de Rivery, directeur des opérations IT, tous deux de chez Castellis. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de webinaire et nous vous souhaitons un très bon webinaire. Bonjour à tous, nous sommes donc trois aujourd'hui à vous présenter l'accélération vers le cloud par Lucernis et Castellis. Lucernis, en quelques mots, nous sommes un cabinet de consulting qui adressons l'ensemble des problématiques de bout en bout, des métiers au sujet d'infrastructure, en passant également par les problématiques de développement. Nous travaillons depuis plusieurs années avec Castellis, plutôt orienté vers le développement, et nous, historiquement orientés sur les sujets d'infrastructure. Nous avons récemment créé une joint venture, Lucernis Digital Services, qui adresse l'intégralité de ces sujets. Donc la création d'une joint venture Lucernis Digital Services. Le catalogue de services couvre un spectre relativement large de services qui sont décrits ici. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le move to cloud. L'ensemble de ces services est délivré aujourd'hui par une soixantaine de personnes, 65 même exactement, ça a légèrement progressé dernièrement. Et sur 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions. Donc l'agenda d'aujourd'hui, nous allons couvrir un certain nombre de sujets. Tout d'abord, les enjeux du cloud, on y reviendra très brièvement. On reviendra ensuite sur les piliers de la transformation, ce qui soutient et apporte de la structure à travers la mise en œuvre d'un framework cloud, les différentes phases de mise en œuvre d'un move to cloud. Comment aborder et traiter le patrimoine applicatif que vous souhaitez migrer vers le cloud? Et enfin, comment réaliser la migration de ce patrimoine applicatif vers le cloud? Tout d'abord, les enjeux du cloud. Les enjeux du cloud, au final, ne sont pas très différents des enjeux d'une DSI classique. On y retrouve des enjeux très habituels de sécurité, de qualité de service, de performance, d'exploitabilité. Tous ces enjeux sont essentiels pour adresser la mise en œuvre du cloud qui est en très forte progression depuis quelques années et l'accélération vers le cloud va se poursuivre. Si on regarde un petit peu les prévisions de dépenses mondiales de cloud public réalisées par Gartner en fin d'année, en décembre 2020, en reprenant les chiffres depuis 2019, donc réalisés et les prévisions jusqu'à 2020, on s'aperçoit que la progression est très forte, qui concerne la sécurité, et shift vraiment vers le cloud. Si vous avez entendu parler de SASI, un certain nombre de sociétés commencent à adopter ce concept et ce framework. Le IaaS, avec une progression donc uniquement de 2020 à 2022, je ne reprends même pas les chiffres de 2019, plus 60%, plus 57% pour le PaaS. Et enfin, le SaaS, qui a marqué une légère pause en 2020, due à la situation sanitaire. Les sociétés se sont concentrées plus sur le delivery du service en interne, le télétravail, et vraiment ce qui était cœur de métier. Les externalisations de services ont marqué une légère pause. Donc la migration vers le cloud que les sociétés vont elles-mêmes créer ou co-construire avec un partenaire, vont avoir une augmentation très nette au cours des 2 prochaines années. Cette augmentation, donc, elle est corrélée avec une autre étude et une autre prévision de McKinsey entre 2019 et 2022, où la répartition du workload, on voit très clairement un shift se produire sur le public cloud, où avant vous aviez un quart du workload qui était situé sur le cloud public et qui demain va se retrouver
représenter une moitié du workload sur le cloud public. Donc les piliers de la transformation pour soutenir cette évolution, je les ai répartis à travers six dimensions, un certain nombre de dimensions qui sont techniques, que la plupart d'entre vous connaissent. On va retrouver les besoins et les concepts d'architecture, de sécurité, d'opérabilité, et des dimensions moins techniques, plus fonctionnelles, où on va retrouver la gestion des personnes, les ressources, les compétences, les équipes métiers, les besoins business, ce qui va décrire les services et l'activité cœur de métier. Et enfin, la gouvernance, la compliance, la gestion financière et le FinOps de la mise en œuvre du cloud. L'ensemble de ces dimensions qui composent les différents frameworks cloud que vous pouvez retrouver, que ce soit des CSP ou des principaux intégrateurs, sont les différentes dimensions qui sont à mettre en œuvre et sur lesquelles il faut travailler pour construire et faire évoluer votre cloud. Cette construction du cloud, elle n'est pas linéaire, ce n'est pas un Big Bang. Elle se fait par étapes. Il y a plusieurs phases dans le cloud. Dans notre offre, on décrit 6 étapes de manière assez précise. Aujourd'hui, j'ai regroupé en trois phases principales. Une première où l'on a généralement une phase d'exploration, exploratoire, tout ce qui va concerner le POC, les premiers projets que vous basculez sur le cloud. Une phase de création et d'amélioration où là, généralement, la mise en œuvre de la landing zone, l'automatisation forte, la montée en puissance du FinOps, la mise en place de la gouvernance vont aboutir à un environnement de production réel sur le cloud et vous allez basculer dans un mode hybride entre votre workload on-prem et votre workload sur le cloud. Et enfin, une bascule, une accélération du cloud où vous allez offloader une partie de votre workload, une partie plus ou moins importante, 25, 50, 75%. De rares sociétés vont jusqu'à être data centerless et avoir l'intégralité de leur applicatif sur le cloud. Donc généralement, comment ça se passe? Le POC, assez simplement, il y a une première application que vous allez installer sur le cloud. L'intégralité de votre parc applicatif reste on-prem. Et lors de cette mise en œuvre de POC, toutes les dimensions ne jouent pas le même rôle avec la même intensité et la même temporalité. Ce qu'on va noter, c'est une forte sollicitation des équipes métiers, des équipes projets, fonctionnels, services, des devs agiles qui vont mettre en œuvre cet applicatif avec les équipes techniques pour créer les premières briques d'architecture, pour aller hoster cette application sur le cloud, et donc qui vont également faire intervenir petites équipes techniques et des compétences adéquates pour cette mise en œuvre. Toutes les questions de gouvernance, d'opérabilité et de sécurité, sans minimiser l'importance de la sécurité, généralement on est sur des environnements assez cloisonnés, fermés, isolés, pas connectés à Internet mais à l'intégralité du SI, sont des dimensions sur lesquelles les équipes vont moins travailler dans ces phases-là. Dans la deuxième phase, on va constater, donc, c'est la validation, l'approbation de ce move vers le cloud, la création d'une landing zone et le départ ou le lancement de plusieurs applicatifs vers le cloud, où on va réellement basculer à cet instant dans un mode hybride avec une quantité toujours très importante de workload on-prem et une quantité croissante de workload vers le cloud, fonctionnant soit en mode hybride, soit en mode réparti. Et durant cette phase, donc c'est vraiment la phase de création qui est assez intense, où toutes les dimensions sont sollicitées, d'autres plus que certaines, notamment pour tout ce qui va concerner l'architecture, la sécurité, l'opérabilité, l'exploitabilité de ce cloud, la partie technique, donc on est dans une phase de construction forte. Néanmoins, bien évidemment, la gouvernance commence à se construire. J'aurais pu mettre une flèche un petit peu plus grosse à la fin de cette étape de création. La gouvernance va prendre un rôle essentiel, notamment la mise en œuvre du FinOps, des équipes avec leur montée en compétences.
et le métier qui fait partie, bien évidemment, partie intégrante de ce projet-là pour aligner à la fois les objectifs IT et métier. Néanmoins, dans cette phase de construction pure, au démarrage, le métier, les équipes business sont un peu moins présentes. L'objectif de tout ça, donc, et de nombreuses sociétés généralement atteignent un palier à cet instant, c'est de réussir donc à passer ce palier et à accélérer pour identifier un périmètre plus important d'applicatifs et à réussir à les basculer, à les offloader sur le cloud, réduire son empreinte on-prem, s'affranchir d'un certain nombre de tâches et de coûts liés à l'exploitation d'un data center et de nouveaux services de flexibilité, d'automatisation et d'agilité disponibles sur le cloud. Cette phase va voir donc l'émergence et le rôle prépondérant de la gouvernance sur le long terme, du rôle du FinOps, les équipes du business qui deviennent une partie intégrante et qui font partie de ces équipes cloud, agile, hybride, entre donc les anciens développeurs, l'ancienne façon de faire et ce nouveau mode de travail avec le cloud. Les équipes techniques restent bien évidemment dans le paysage, mais interviennent peut-être avec un effort un peu moindre, mais continuent de soutenir et de supporter cet effort vers le cloud. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction des phases dans lesquelles on se trouve, les dimensions et les piliers qui soutiennent cette transformation cloud évoluent et sont d'importance et d'intensité diverses en fonction de ces phases et sont propres à votre périmètre. Toutes ces dimensions sont essentielles et critiques. On oubliait une où la sous-estimée peut amener très rapidement l'émergence de risques dans votre projet cloud. Je ne prétends pas en avoir l'exhaustivité de lister dans la prochaine slide, mais si j'en prends quelques-uns, un exemple majeur de risque pour chacune de ces dimensions, c'est là pour attirer l'attention et l'importance de travailler vraiment avec attention ces différentes dimensions. La première, côté métier, business, votre patrimoine applicatif, donc c'est en avoir une parfaite mesure, ne pas le sous-estimer, le legacy, qui parfois est peut-être masqué ou vraiment sous-estimé de par son volume, sa complexité. Lorsqu'on va rééditer du code après 5 ans ou 10 ans, généralement, on n'a pas forcément des bonnes surprises. L'effort consenti à la formation et à l'accompagnement, ne pas se faire suffisamment accompagner, se reposer uniquement sur des équipes internes qui ne seraient pas assez formées, assez de compétences sur le cloud. La gouvernance, c'est essentiel, mais chez Lucernis, nous avons pu le constater, un certain nombre de projets où les stakeholders, le top management n'est pas assez inclus et partie prenante de ces projets-là et le soutien, le support n'est pas présent, ce qui n'aide pas, ralentit, freine les projets, y compris d'un point de vue budgétaire et financier lorsque c'est mal préparé. La complexité de l'exploitabilité future du cloud, on parle de TOM, de Target Operating Model, et son hybridation, où une grosse partie des équipes, dans un premier temps, vont continuer à gérer le legacy, et demain, devoir gérer un environnement dual. La sécurité, c'est évident, soit pas assez prise en compte, ou une sécurité minimaliste, et les risques qui vont avec. Et enfin, une architecture qui parfois va être peut-être trop complexe, trop théorique et peu adaptée à votre environnement. Donc ça, ce sont les dimensions sur lesquelles il faut travailler. Donc c'est le moyen, les outils que vous avez à votre disposition pour migrer vers le cloud. Maintenant, qu'est-ce que vous migrez? Le cloud et ces outils restent un moyen, ce n'est pas la finalité ni le but en soi. Ce qui est essentiel, c'est ce que l'on va migrer. Donc, ce que vous allez migrer, c'est votre patrimoine applicatif.
et il faut déjà en avoir une très bonne connaissance, une très bonne compréhension et même une cartographie. Lorsque l'on travaille sur des projets cloud, la cartographie des applications, on la répartit sur quatre secteurs. Un premier secteur où on va identifier les applications qui sont à risque d'un point de vue sécurité, d'un point de vue technique, de par leur dette qu'elles accumulent et qui ont une faible valeur pour le métier. Ces applications-là sont généralement les applications à décommissionner dans un avenir proche. D'un autre côté, les applications peuvent avoir un faible apport pour le métier, une faible valeur, mais restent alignées technologiquement avec les standards et la stratégie technique de votre groupe. On va retrouver donc les applications qui sont à maintenir. Vous n'investissez plus forcément dessus, mais elles délivrent encore un service que vous souhaitez conserver pour l'instant. Et enfin, on va retrouver donc les applications avec un fort potentiel pour le métier, orientées business, mais qui néanmoins sont à risque techniquement ou d'un point de vue sécurité. On va retrouver des applications qui sont à migrer, à faire évoluer, à upgrader, updater. Et enfin, le dernier cadran, là, on va avoir les applications sur lesquelles vous investissez, qui sont cœur de métier, qui sont up-to-date, alignées à la fois technologiquement, en accord avec votre ligne directrice métier et applicative. L'ensemble de ces secteurs en bleu peuvent et sont souvent concernés par des migrations vers le cloud, avec des efforts à consentir différents, des timelines associés et adaptés, et une complexité qui va dépendre de votre applicatif. Et donc toute la question, c'est de réussir à mettre en œuvre ce move to cloud à travers une méthodologie que Gartner a présentée il y a un certain nombre d'années et que les cloud providers ont décliné à travers leur framework. On parle ici de méthodologie des 6 R pour classifier le parcours de migration de ces applications. Donc on a les 2 premiers en pointillé en bas à gauche avec le retain et le retire qui sont l'aspect de conserver, de maintenir et de décommissionner les applications. Les 4 trajectoires qui sont essentielles à retenir ici donc, sont le rehosting, où on va retrouver le lift and shift, le replatforming, assez proche, et où on va changer certaines briques en s'appuyant sur une offre de service inclus chez un cloud provider. Par exemple, une base de données, on va remplacer la 3e couche, le 3 tiers par une offre de service de base de données directement délivrée par un cloud provider. Le repurchase ou replace, généralement, on va avoir une bascule vers le SaaS, et le refactor, où là, on va redévelopper toute ou partie de l'application. Ces différentes trajectoires ont leurs avantages et leurs inconvénients, et adapter, affiner à votre parc applicatif, en évaluant à la fois les risques et l'impact budgétaire, vous arriverez à créer un business plan, un business case qui valideront votre trajectoire migration applicative vers le cloud. Pour l'étayer, je vous propose de parcourir trois exemples, 3 cas de figure où nous avons mis en œuvre donc, des migrations vers le cloud, et je vais passer la parole pour ce premier cas de figure. Bonjour à tous, Geoffroy Morgan de Castellis. Donc sur le premier cas de figure, donc on a vu qu'il y avait souvent plusieurs stratégies qui sont utilisées pour l'ensemble d'un patrimoine applicatif. Et Charles nous a montré qu'en faisant la cartographie applicative, on peut donc définir la bonne stratégie. Donc sur le premier exemple, ça va illustrer en fait une trajectoire de rehosting. Donc les enjeux qu'on avait sur ce client, c'est qu'on avait un client qui avait des problèmes de performance régulière sur son infrastructure avec des latences et une certaine instabilité. Et c'est un client Airbus Staff Council qui est le CSE de Airbus. Donc Airbus a été relativement impacté par le Covid et le client a donc été contraint de réduire ses coûts informatiques et de manière très rapide. Donc, l'application en question de son patrimoine applicatif, c'est une application de type ERP qui est utilisée par des centaines d'utilisateurs chaque jour.
et qui va en fait gérer l'ensemble du cycle de vie du CSE. Donc, le périmètre, c'était la migration de cette application PHP, donc une application assez complexe, utilisant Apache avec des microservices tels que RabbitMQ, du cache Redis, Memcache et des bases de données MySQL, et qui s'interface également avec des systèmes de paiement et des systèmes HRIS pour toute la gestion en fait de la relation avec les bases de données des ressources humaines. Comme l'application elle était toujours sur une version obsolète de PHP et qu'il y avait différentes versions obsolètes de microservices, on a décidé donc de commencer par un lift and shift, comme on était aussi pris, comme je l'ai dit, par des problèmes de temps. Donc, afin d'être rapidement dans le cloud, on a décidé, on a pris comme stratégie le lift and shift. Donc, lors du passage au cloud, on a changé l'architecture de l'infrastructure. On a déjà pu supprimer certains des serveurs qui étaient utilisés. On a aussi pu optimiser le dimensionnement de la machine et des différentes machines en ayant plus de flexibilité. Donc, on est passé sur Azure. On avait plus de flexibilité pour configurer de l'autoscale pour la stabilité. En cas de pic, on a une plus grande autonomie pour rapidement rendre la machine, mettre la machine à l'échelle. On a considérablement réduit le temps de maintenance de l'équipe de développement et de l'équipe infra en ajoutant au passage une chaîne d'intégration continue et en réunissant tout au même endroit, ce qu'on peut faire sur le cloud, donc le pare-feu, l'équilibreur de charge, etc. Globalement, cette migration a permis au client de faire son ROI, donc sur les frais de setup, enfin les frais de migration, et par rapport à son coût d'hébergement et le coût de la gouvernance Azure, donc il peut faire un retour sur investissement en 16 mois. Donc les challenges qu'on a rencontrés sur cette migration, c'était surtout d'un point de vue obsolescence, donc des versions de PHP et des microservices. On a dû effectuer de nombreuses tâches manuelles pour trouver et installer des versions correctes, alors que avec évidemment avec des versions mises à jour, on aurait pu le faire directement depuis l'Azure Marketplace. On n'a pas réussi à migrer directement les bases de données en PaaS, ce qu'on aurait aimé faire. Donc, l'équipe de développement doit faire quelques développements, donc faire plus du replatforming, avant de pouvoir moderniser l'infrastructure. Et là, on voit que dans la stratégie qu'on avait, le but, c'était très rapidement pouvoir se changer, pouvoir faire un lift and shift et se mettre sur le cloud. Enfin, l'application étant connectée à de nombreux services tiers, donc des prestataires de paiement, etc., certains de ces prestataires devaient faire des actions de leur côté et nous avons sous-estimé un peu le temps requis par tous les tiers pour faire cette coordination et avoir un retour rapide, ce qui a ralenti un petit peu la migration. Donc, les prochaines étapes qu'on a, c'est maintenant qu'on a fait notre move to cloud, c'est de faire plus de développements qui peuvent nous aider à moderniser l'infra, notamment remplacer le système de file d'attente qu'on utilise avec RabbitMQ par un service Azure Service Bus, et puis mettre en place, comme le disait Charles, la FinOps sur ce client. Donc, je vais passer au client d'après qui présente une autre trajectoire. Alors, voilà, le client d'après, donc c'est une société qui est un fournisseur qui est un IAPR, pardon, qui est un fournisseur d'Orange. Leur défi, là, c'était de se conformer aux réglementations exigées par cette grande compagnie de télécommunications. La configuration de leur site n'était pas conforme et ils ont été contraints en fait de passer rapidement au cloud pour montrer une conformité totale. Donc là aussi, on était un peu pris par le temps. Donc le périmètre, c'est de migrer un ERP de gestion en ASP vers Azure. Et là, on a choisi en fait un chemin de replatforming. On a dû modifier un peu les données pour pouvoir convertir
les bases de données en PaaS et on a pu utiliser quand même l'outil Azure Migrate, donc qui nous a permis en fait de rapidement migrer les VM vers le cloud et ensuite de convertir les bases de données SQL en service Azure SQL. On a également pu déplacer le serveur SMTP vers un service SendGrid et avec les instances réservées, qui est un concept d'Azure, mais qu'on retrouve sur pas mal de PaaS, qu'on retrouve sur pas mal de CSP, de Cloud Service Provider, on a pu réduire la consommation et en définissant des budgets en fait dans Azure, on a une vision aujourd'hui qui est beaucoup plus claire de leurs dépenses mensuelles. Azure étant le Cloud Service Provider qui est le plus conforme, donc qui a le plus d'audit et le plus de compliance du marché, on a pu réussir à passer l'audit de Orange avec succès. Les différents challenges qu'on a rencontrés sur cette migration, c'était que le client avait une certaine appréhension quant à l'emplacement de ces données, parce qu'ils hébergent des données médicales, donc les données de santé des employés d'Orange. C'était quelque chose de très important et pour le coup, on a pu les rassurer parce qu'avec Azure, il y a énormément de documentation d'Azure qui permet de justifier, de démontrer la sécurité des données. Et peut-être le deuxième challenge, c'est qu'on a une fenêtre de maintenance très courte puisque l'ERP est utilisé 24/7 en 24/7 par le client. Les prochaines étapes, là maintenant qu'on est sur le code, on va pouvoir donc déplacer certaines des VM, enfin les VM d'ailleurs, vers des Web App Services, donc continuer la modernisation de ce client. Voilà, je laisse la parole à Stéphane pour une troisième trajectoire encore différente dans une industrie aussi différente. Merci Geoffroy. Alors en l'occurrence, on va évoquer le cas d'un acteur majeur du luxe, dimension internationale, pour lequel nous avons réalisé l'ensemble de la migration cloud du parc applicatif digital. Donc par parc applicatif digital, j'entends les sites internet, les applications mobiles, des applications transactionnelles également, et tout l'écosystème technologique et organisationnel permettant de soutenir ces applications, des solutions éditeurs de supervision, de sécurité, de log, d'alerting, les outils également collaboratifs, les usines logicielles et tout ce qui est sauvegarde, archivage. Donc, on a pour ce client développé une stratégie en 4 phases. Une phase de rehost, donc je ne reviendrai pas dessus, mais l'idée dans un premier temps, c'était surtout de migrer très rapidement sur le cloud, de pouvoir monter en compétence sur les technologies, avec une stratégie 1 pour 1 en termes de VM. Hein, on parle d'un parc de 200 VM pour cette trentaine d'applications. Donc, du 1 pour 1 pour apprendre à contrôler, à manager et à utiliser le cloud. En l'occurrence, il s'agit d'Azure. Puis une stratégie de repurchasing, particulièrement sur les solutions technologiques back-end, donc typiquement les usines logicielles ou les outils collaboratifs qui étaient avant on-prem sur des VM et qui ont été réachetés, acquises sous forme de services cloud, de forme de SaaS. Également du replatforming pour certaines solutions éditeurs qui étaient compatibles avec les solutions PaaS Azure. Et le plus intéressant, du refactoring pour une solution en particulier, donc une solution métier, typiquement une mission métier stratégique et de forte valeur métier pour le client, développé en interne, pour lequel nous sommes partis sur une stratégie refactoring. Donc refactoring, c'est certainement le R le plus compliqué de la stratégie des 6 R, puisqu'il consiste à redévelopper en quelque sorte l'application pour la rendre compatible cloud. En l'occurrence, il s'agit d'une application métier de distribution de données retailer. Hein, notre client est un client B2B2C. Et donc, ses clients à lui sont des retailers qui vendent ses produits. Et l'idée pour lui était de disposer, de pouvoir produire les données concernant ces retailers. Les données, que ce soit des données géographiques, hein, la localisation du retailer, des données organisationnelles, les horaires d'ouverture, les données de service également, hein, les services rendus par ces retailers ou les produits distribués par ces retailers. Donc, cette application métier est développée in-house, elle est clairement stratégique et elle est développée par les équipes internes. En l'occurrence, nous sommes partis sur une refonte d'architecture. L'idée était de passer sur du serverless hein, pour des problématiques d'agilité, de scalabilité. Et donc, nous sommes partis sur un redéveloppement de l'application utilisant Azure Function.
à la place d'applications classiques compilées et déployées sur des serveurs VM avec des serveurs d'applications. Donc, ça a demandé déjà un redesign de l'usine logicielle. La première étape, c'est au niveau des études que ça se passe. Il faut retravailler les postes de développeurs, il faut retravailler les méthodes des développeurs, il faut retravailler tous les process de déploiement de code. Il faut revoir aussi la notion d'environnement, staging, QA, UAT, etc. Ça devient des slots Azure avec des endpoints différents, puisque c'est une application de type API. Et enfin, il faut redesigner le code, alors pas revoir l'algorithmie, puisque le service rendu doit être le même, bien entendu, mais revoir, on va dire, l'enveloppe technique qui contient ce code pour la rendre compatible Azure Function. Ça, c'est l'étape développement. Puis ensuite, il faut mettre en place tous les outils de supervision, puisqu'on ne supervise pas des fonctions serverless comme on superviserait des VM. Donc, c'est la mise en place d'outils de streaming de logs, d'outils fournis par le CSP pour pouvoir superviser l'application et superviser à la fois sur la partie performance, mais également sur la partie financière, puisque les modes de facturation sont bien entendu totalement différents, liés à la scalabilité, à l'agilité. On a une consommation vraiment pay-as-you-go avec plusieurs modes possibles, extrêmement complexes, et donc qui demande, si on veut avoir un reporting analytique poussé, de mettre en place vraiment des outils de suivi de ces consommations. Et enfin, la quatrième étape, c'est tout ce qui est sécurisation, puisque là également, on est sur une autre approche de la sécurisation des flux avec bien sûr le cryptage des flux, mais également de l'accès aux données, des données servies par ce serveur d'API, et également de l'authentification pour tout ce qui est accès à ces API par les autres systèmes, puisqu'il s'agit d'un système qui fournit d'autres systèmes. Voilà, donc cette migration s'est faite dans un deuxième temps, donc suite au rehosting, et c'est plutôt un succès. On a gagné énormément en agilité, on a gagné également en performance sur la partie géographique. On est sur une application qui est utilisée worldwide, donc un peu partout dans le monde, et on peut s'appuyer sur la géoréplication des données et la géoréplication des services fournis par le cloud service provider de façon extrêmement transparente. Donc ça, c'est extrêmement puissant. On a également beaucoup gagné en termes de capacité, de qualité de développement, en fait, avec la mise en place d'une chaîne d'industrialisation utilisant les technologies Azure DevOps, des outils de tests automatisés, de déploiement automatisé, qui nous ont permis de gagner beaucoup de temps et beaucoup de qualité en termes de développement. Donc, ce projet a duré plusieurs mois et a demandé une grosse implication à la fois des métiers, des études et de l'infra. Donc, c'est un projet vraiment global sur lequel la gouvernance a un poids fort, mais qui est certainement la partie la plus complexe dans le cadre d'une transition vers le cloud, puisque ça touche au cœur même de l'application. Voilà, c'est bon pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Stéphane. Et donc pour conclure, on va laisser quelques minutes de réflexion. Si vous avez des questions que vous pouvez déjà poser, il y en a déjà quelques-unes dans le chat, je les vois arriver, n'hésitez pas à les poser. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, je dirais, donc c'est pour aborder cette migration et cette accélération vers le cloud. C'est une très bonne maîtrise de ces différentes dimensions de votre framework cloud. On l'a vu dans la présentation théorique et on l'a vu à travers les exemples cités précédemment, où en fonction de la maturité et de l'avancement du projet, les efforts, comme le mentionnait Stéphane, de la gouvernance ou de la création de la landing zone vont varier avec le temps. Réussir donc à bien maîtriser, à connaître, à cartographier votre environnement cloud. Comme on l'a vu dans les exemples précédemment, on peut démarrer des migrations vers le cloud et généralement les aborder avec un lift and shift pour ensuite reboucler et refaire une évolution applicative et les porter vers un replatforming ou un refactoring. Et enfin, donc, adapter, comme je le mentionnais, la meilleure trajectoire. Réussir à accélérer vers le cloud résulte d'un équilibre, je dirais, parfait de ces trois axes de travail qui seront vraiment propres à chacune de vos sociétés.
et qui nécessiteront une revue permanente et continue des efforts et de l'investissement à réaliser à chaque itération, à chaque épique, si vous avez basculé en safe, à chaque quarter, de ces différents axes de travaux, de ces différentes dimensions cloud. L'essentiel est d'avoir dès le départ un certain nombre d'indicateurs et de KPI qui permettront de mesurer votre progression vers le cloud. Là où généralement, quand on va passer sur du IaaS, du PaaS et vers du SaaS, on voit généralement des gains de productivité évoluer de 10, 20, 30 à 40% pour les équipes techniques lorsqu'on a réellement basculé une partie d'un pan applicatif vers du FaaS, Function as a Service. Donc ces quatre éléments ici sont les 4 éléments principaux pour garantir et maîtriser votre accélération vers le cloud. Voilà, la présentation est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie également Stéphane et Geoffroy pour leur intervention. Et n'hésitez pas, on va prendre en compte les questions qui sont posées et y répondre. Vous pouvez les envoyer par chat aux différents animateurs. Donc j'ai une première question sur particularité, donc un move to cloud pour les institutions publiques. Oui, on n'a pas fait de distinguo ici, travailler avec des institutions publiques ou des entreprises privées. On a pris les 3 derniers cas de figure un peu récents qui s'étaient offerts à nous dans les présentations pour les retours d'expérience. Il n'y a pas eu de cas publics mentionnés. Je dirais que toute cette méthodologie et ces projets que nous avons réalisés peuvent s'appliquer pour des institutions publiques, si telle était la question. Nous avons ensuite une autre question sur les cas de figure avec Azure. Oui, récemment, les derniers cas de figure de réalisation où on a vraiment effectué une mise en œuvre sont sur Azure. On aurait utilisé des cas de figure de mission de conseil sur un projet sur lequel je suis en ce moment. J'aurais pu parler d'AWS, sachant que ce sont les 2 cloud providers principaux. On a également des clients qui sont sur GCP et pour lesquels nous effectuons du FinOps. Donc on travaille, je dirais, indépendamment avec Google, de l'AWS, de l'Azure. On n'est pas lié en particulier avec un cloud provider. Ouais, on peut noter d'ailleurs qu'en général, les offres de services cloud sont assez similaires entre les cloud providers. Les namings changent, hein, on parle de Azure Function ou on parle de Lambda sur AWS, mais globalement, c'est des offres de services très proches. Donc souvent, le choix du cloud provider, c'est le choix du client et les contraintes ne sont pas vraiment des contraintes techniques. Oui, voilà, exactement. On peut le voir, les services ou les attendus peuvent être réalisés de la même manière avec les différents cloud providers. Après, ce qu'on constate, c'est que certaines zones d'activité, certaines industries vont parfois préférer certains cloud providers à d'autres. On s'adapte en fonction des contraintes, des choix du client et des possibles contrats et avantages qu'un client aurait avec un cloud provider. Avez-vous des expériences de cloud hybride? Donc, on gère actuellement des clients qui ont plusieurs cloud providers, effectivement. Généralement, ce sont des clients qui n'ont pas basculé, je dirais, en même temps qui ont fait le choix de basculer en même temps de manière massive sur 2 cloud providers. Ça s'est fait de manière historique et généralement, ce sont 2 business units qui ont travaillé chacune de leur côté et qui ont démarré des initiatives avec des cloud providers différents. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a une réconciliation à faire et des alignements à faire, notamment en termes de TOM, d'exploitabilité, de sécurité,
pour assurer un niveau de sécurité équivalent sur les environnements. Et on intervient également sur ce type de périmètre hybride, sur du FinOps, où à travers notre FinOps, donc on va réussir à consolider une vision de consommation du cloud et réussir à apporter des conseils et des recommandations d'optimisation et d'évolution de la structure cloud, à la fois sur le premier ou le second cloud provider, donc à travers un reporting et une offre FinOps unique. Alors, on pose une question orientée finance. Effectivement, un ROI, mais je pense. Donc, effectivement, c'est l'investissement. Donc, ici, je me suis focalisé sur la migration cloud. C'était pas orienté finance, ce serait peut-être un bon sujet à creuser pour un prochain webinaire. L'investissement est conséquent. Un des principaux risques que j'avais évoqué tout à l'heure, et avec une table et des chaises vides, avec un absence de stakeholders, de top management, de soutien, de support de cette stratégie, qui à la fois peut se comprendre par une absence de gouvernance, de soutien de cette gouvernance top management, mais également financière, parce que les investissements à fournir sur le cloud sont clairement conséquents. Et c'est toute l'importance de cette décision et de ces choix de trajectoire de migration applicative, où pour chacune d'entre elles, ou pour des lots, on peut les lotir, il est vraiment essentiel d'évaluer la complexité, les risques et le coût d'une migration. Encore une fois, le ticket d'entrée pour une landing zone alors va varier en fonction de votre société, mais ce sont des projets où très rapidement, pour une grosse PME, une plus grosse structure, on va tout de suite chiffrer dizaines, centaines de milliers d'euros pour une structure, on va dire, de dimension nationale ou internationale, pour enclencher une première phase de projet cloud. Et ensuite, les différentes marches à suivre pour les différents aspects de migration applicative vont elles-mêmes apporter leur lot d'investissements supplémentaires. Donc, il est vraiment essentiel d'avoir cette vision sur un ROI qui peut dépasser la simple vision d'un ROI purement financier. Il y a certaines sociétés qui vont parfois dépenser effectivement plus sur le cloud, et donc à la fin, le ROI, le return on invest, sera peut-être pas positif uniquement sur la dimension financière, mais en termes d'offres de services, de résilience, de sécurité, de plan de reprise, va apporter un gain stratégique et significatif à la société. Et dans ce cas-là, on pourra quand même avoir un ROI qui, dans l'ensemble, sera positif. Mais très clairement, les frais à engager, les aspects budgétaires restent significatifs pour ce type de projet. Alors, l'accompagnement du changement auprès des différentes entités et de leurs clients internes, c'est aussi un autre pan, et de multiples dimensions que je n'ai pas pu évoquer dans la présentation. L'accompagnement au changement, la conduite du changement, tout ce qui va concerner, on parle de cloud adoption, et tout ce qui va relever dans un premier temps de la communication, évangélisation cloud, réussir à embarquer les équipes, leur faire comprendre les enjeux, le mode de fonctionnement du cloud, comment tirer moyen et tirer profit de ces nouveaux outils, nouvelles plateformes, sont un des aspects essentiels pour faire adhérer les équipes et embarquer. Les équipes techniques, généralement, embarquent assez vite, mais réussir à embarquer les équipes agiles, DevOps, dans un projet commun, là où avant, ce qu'on observe assez fréquemment, même dans des équipes qui ont basculé un peu dans l'agile, on voit encore très facilement les frontières et les anciens silos qu'il y avait avec le monde IT, le monde des devs, et réussir à embarquer toutes les équipes est un des premiers challenges. Il y avait une question sur Kubernetes. Si on avait déjà fait, si on avait de l'expérience sur une migration de Kubernetes on-prem vers le cloud. Alors, je regardais avec Stéphane de notre côté, on n'a jamais fait du Kubernetes on-prem et devoir le migrer vers le cloud. C'est vrai qu'on a toujours fait du
Kubernetes directement sur le cloud, que ce soit sur Azure ou sur d'autres clouds. Oui, typiquement en utilisant AKS par exemple sur Azure, mais c'est du déploiement de nouvelles applications, c'est pas vraiment de la migration. Donc là, on est sur la création. Effectivement, là, la question de, il faudrait que je revoie donc, les différents projets. J'ai pas souvenir d'avoir eu la mise en œuvre d'un projet d'hybridation cloud Kubernetes qui couvrirait la partie à la fois on-prem et la partie cloud. On a eu des cas de figure de migration parce que généralement, les clients qu'on a pu rencontrer, Kubernetes on-prem nécessite également un investissement lourd en termes de ressources, de compétences, et pour maintenir ces environnements qui sont excessivement puissants et intéressants pour les conteneurs, pour l'aspect développement applicatif, mais qui nécessitent une ingénierie extrêmement complexe à maintenir, à installer, à maintenir et à faire évoluer dans le temps en interne. C'est une belle plateforme, mais qui se mérite techniquement. Je pense que nous avons fait le tour des questions. En tout cas, je pense qu'on les a toutes fait suivre. Si vous avez peut-être une dernière question. Sinon, vous avez nos coordonnées qui sont ici, évidemment joignables sur LinkedIn ou par les canaux plus traditionnels. Si vous avez des questions, la présentation de ce webinaire sera disponible en ligne prochainement. Vous pourrez la repartager si un de vos collègues ou un de vos contacts n'était pas disponible ce matin. À nouveau, je vous remercie pour votre présence ce matin et votre écoute. J'espère que vous avez trouvé des informations qui pourront vous être utiles dans votre découverte, parcours ou progression ou travaux sur le cloud. Et en tout cas, que ce soit Geoffrey, Stéphane ou moi-même, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Discussion ouverte sur vos projets ou sur vos interrogations sur le cloud. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne journée.